consacré à un héros national. Il s'agit de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné un certain 17 janvier 1961 à Elisabethville. Nous sommes là à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Il a été assassiné au lendemain de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le 17 janvier de chaque année est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour célébrer ces grands hommes politiques qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Qui est Patrice Emery Lumumba? Cet homme dont la renommée a traversé les frontières nationales, voire même les frontières de l'Afrique. La réponse tout à l'heure avec le professeur Isidore Ndaïwel. Il est historien congolais. Bonjour professeur Ndaïwel. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ouvrir cette page d'histoire. D'entrée de jeu, qui est Patrice Emery Lumumba, sa biographie? Patrice Emery Lumumba était un Congolais qui a vécu, qui a connu bien sûr la fin de la période coloniale et dont le destin héroïque date justement de la période de la décolonisation, et il ne va pas survivre d'ailleurs à la décolonisation. Nous savons que sa carrière glorieuse, si je peux ainsi m'exprimer, commence déjà vers les années 54, lorsque, évolué à Stanleyville, le roi Baudouin organise sa visite au Congo. Cette visite a lieu en 1955. Parmi les évolués de Stanleyville, qui Kisangani actuel, qui parle avec le roi, on retrouve Patrice Emery Lumumba. C'était déjà un jeune homme très actif et s'intéressant fortement à des questions politiques, s'instruisant énormément, lisant beaucoup, écrivant également. Donc voilà, c'est quelqu'un qui déjà était dans l'effervescence de la décolonisation. Kisangani a été vraiment le fief de Lumumba et du lumumbisme. On doit insister sur ce fait. Et c'est là qu'il a vécu, je dirais, toute sa carrière, sa grande carrière d'évoluer fonctionnaire à la Poste. Il a connu un problème précis, effectivement. Il a été accusé d'avoir détourné de l'argent de la Poste. On doit expliquer ce qui s'est passé. À l'époque, il n'y a pas de crédit, on n'accorde pas de crédit. Et d'ailleurs, pendant longtemps, et probablement que c'est une pratique qu'on retrouve encore, qu'un caissier, en fait, s'accorde une avance pour faire une activité, en sachant qu'à la fin du mois, lorsqu'il y aura son salaire, il le remet. C'est ce genre d'opération que très souvent, ceux qui sont dans la gestion financière se permettent de le faire. Et surtout à cette époque-là où le salaire du fonctionnaire colonial est très limité. Et Lumumba sera dans une opération similaire. Mais malheureusement pour lui, on va venir le contrôler, alors qu'il n'a pas encore eu le temps de remettre ce qu'il devait remettre. Donc ce n'est pas dans le sens d'un vol. Raison pour laquelle d'ailleurs des coloniaux qui l'ont apprécié l'ont pris en charge et ils l'ont amené à Léopoldville. On a dit, puisque l'administration publique ne veut plus de vous, eh bien nous allons vous utiliser comme justement le responsable chargé des relations publiques dans la brasserie. C'est comme ça qu'il commence cette nouvelle vie à Léopoldville. Nous retrouvons Patrice Emery Lumumba de manière
plus évidente en marge de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958, où il se retrouve là comme journaliste avec un certain nombre d'autres évolués. Il participe à des concertations qui sont faites et lorsqu'il revient à Léopoldville plus tôt que les autres, il commence à mettre en place le mouvement national congolais, le grand parti qui est créé un peu sur les idées énoncées par le manifeste de conscience africaine. Nous le retrouvons, et c'est un autre tableau, parce que chaque fois il y a des tableaux, nous le retrouvons à Accra, au mois d'août de la même année, où il connaît un peu, je peux dire, son ouverture panafricaine et internationale, puisqu'il participe à cette grande réunion aux côtés des grands leaders africains. Et cette opportunité lui donne l'occasion de parfaire sa formation politique et même de brancher sur les idées expansionnistes qui se trouvent, qui sont évoquées à cette époque. Donc, il est spécialement proche à ce moment-là de Kwame Nkrumah, le jeune président depuis une année du Ghana, mais aussi de Sékou Touré. Alors, nous le retrouvons bien sûr à Kinshasa lorsqu'il vient faire son discours de restitution. Ce discours de restitution qu'il fait en décembre, le 28 décembre, à la place Kalamou, qui prend une résonance particulière auprès de, je dirais, du pouvoir colonial, qui se rend compte que le jeune Lumumba, contrairement à ce qu'on pensait, est vraiment dangereux. Il est même plus dangereux que Kasavubu. Et donc, il va falloir faire attention avec lui. Et donc, voilà, vous voyez, donc il y a une progression dans la carrière fulgurante, très fulgurante, de ce jeune homme. Qui aurait cru que, quelque temps après, non seulement il se retrouve Premier ministre d'un si grand pays, mais qu'il connaisse un destin aussi tragique qui a été le sien. Et qui pouvait imaginer que ce destin tragique va faire en sorte qu'il soit connu mondialement, parce qu'à sa mort, je dirais presque dans le monde entier, il y aura des protestations, il y aura des marches, il y aura des timbres-postes qui sont émis à peu près partout. La date du 17 janvier était célébrée dès sa mort, dès l'année qui a suivi, en 1962, ça se célébrait partout. C'est quelque chose avant que ça ne devienne une journée fériée, car c'est devenu journée fériée après la conférence nationale souveraine à Kinshasa, pas avant. Pas avant, mais auparavant, c'était toujours célébré, mais de manière clandestine. Clandestine, c'était toujours une journée importante. Je me rappelle très bien que moi-même étant étudiant à l'Ovanium, on a toujours connu des célébrations du 17 janvier. L'Ovanium, l'université de Kinshasa. Voilà, l'université de Kinshasa. Pourquoi doit-on célébrer la mémoire de Patrice Emery Lumumba? Bien, on doit le célébrer parce que Patrice Emery Lumumba, c'est, je dirais, c'est le lieu de mémoire de notre décolonisation. C'est le basculement de l'ordre colonial à l'ordre de l'indépendance, parce qu'il symbolise ce passage, il le symbolise de manière d'ailleurs très, très tragique, portant sur soi-même, sur sa personne, sur sa vie privée, sa vie familiale, ce passage. Et aussi parce qu'il incarne pour nous l'idéal de liberté, de l'unité, de la démocratie
et de la justice. Que s'est-il passé réellement le 17 janvier 1961? Le 17 janvier a été une très longue journée pour Lumumba qui à ce moment-là est interné à Mbanza-Ngungu qui s'appelait encore Tessville au camp militaire après avoir été arrêté à Lodi le 2 décembre au moment où il essayait de traverser le Sankuru pour aller à Kisangani justement. Et donc il est interné là et le matin on vient le chercher en disant que voilà Léopoldville, on a besoin de vous, on veut faire la réconciliation, on en a fini avec cette affaire, il faut qu'on vive mieux. Maintenant, on refait l'unité politique. Lumumba donc quitte la prison à 4 heures du matin. Qui sont venus les chercher avant de continuer? Ceux qui sont venus le chercher, c'est entre autres choses une colonne militaire envoyée par Nendaka, qui est le chef de la sécurité. Nendaka. Nendaka. Voilà, Nendaka. merci. Et le camp est dirigé par le colonel Bobozo, qui deviendra après le général Bobozo. Okay. Donc, il est acheminé d'abord par un petit avion, et puis finalement, il va se retrouver à Moanda. Donc, au lieu de voler vers Léopoldville, c'est plutôt en sens inverse, on vole vers la mer. Pourquoi on va là-bas? Parce que le grand aéroport pouvant acquérir, où pouvait atterrir un DC-4, comme on disait à l'époque, c'était à Moanda. Il n'y en avait pas à Tessville, où c'est montagneux, il n'y en avait pas non plus à Matadi. Donc on l'amène là-bas. C'est au moment où il arrive là-bas qu'il se rend compte qu'il y a un problème, parce que alors il est maintenant traité comme un prisonnier, on le prend, on le saisit avec ses deux compagnons, je rappelle les noms, Joseph Okito, qui est le président du Sénat, et Maurice Mpolo, qui est à ce moment-là considéré comme le commandant de l'armée. Ils étaient ensemble en prison. Peut-être faudrait-il rappeler que à partir du moment où Lumumba avait été, je recule un peu, au moment où Lumumba avait été défenestré de son poste de Premier ministre, il avait donné instruction à tous les Lumumbistes de quitter la capitale pour qu'on puisse se retrouver à Stanleyville, à Kisangani. Donc, tout le monde avait essayé de partir. Certains avaient réussi de partir sans problème, comme Gizenga, qui était déjà sur place. Mpolo avait essayé de partir, mais il a été arrêté au niveau du lac Maindombe. Okito avait été arrêté à Kikwit. Donc voilà, tous ceux qui n'avaient pas réussi étaient arrêtés et se retrouvaient là. Après la révocation de Patrice Emery Lumumba. Okay. Donc voilà. Je reviens donc, ils sont à Moanda. Alors, à Moanda, maintenant, il voit Nendaka qui est là, qui l'attend. Et on le met comme prisonnier dans l'avion. On le tabasse un peu, bien sûr. Il entre dans l'avion et les trois, ils se rendent compte que le scénario présenté était faux et maintenant nous étions dans un autre cas de figure, ils étaient vraiment prisonniers. Alors, quelle destination? Ils ne savent pas. Dans l'avion, on avait pris soin de faire en sorte que toute l'escorte soit une escorte constituée des soldats Luba, comme dirigé d'ailleurs par le lieutenant Zouzou. Et les autorités qui entrent dans l'avion sont tous les deux également Luba. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi tout ce beau monde était Luba?
En fait, Nendaka avait fait exprès parce que la communauté Luba avait une dent contre Lumumba à cause d'un phénomène bien précis. Bien précis. Vous savez que nous sommes à cette époque-là, nous vivons deux situations de sécession. La sécession katangaise depuis le 11 juillet 1960 et la sécession du Sud Kasaï depuis le 8 août de la même année. Et donc, Lumumba en tant que Premier ministre, cherchant absolument à défendre l'unité du pays et n'ayant obtenu aucun secours, ni de l'ONUC, les troupes de l'ONU qui sont venues, ni des soviétiques pour pouvoir mettre fin à la sécession katangaise, avait décidé que l'armée nationale elle-même allait lutter contre la sécession. Et donc, les troupes congolaises sont parties de Kananga actuel pour aller lutter contre la sécession katangaise. Ils sont arrivés à Bakwanga, qu'on appelle aujourd'hui Mbujimai, qui est déjà en sécession. Il y aura là la résistance du régime de Kalonji. Et Lumumba donnera ordre de commencer là. Et donc il va y avoir un combat à armes inégales. D'un côté, les troupes ayant des fusils, etc. Et la population civile qui a des machettes, des choses comme ça, et des houes. Donc il va y avoir un carnage de la population Luba, spécialement dans les quartiers Bonzola. Il va y avoir vraiment le carnage de la population. Donc, le gouvernement sécessionniste Kalonji va rentrer à Elisabethville, Lubumbashi, et essayer de se réorganiser pour revenir. Cette situation avait été énoncée à l'époque. Le mot est sans doute trop fort, mais je le dis quand même, on disait que c'est le génocide Luba. Donc, génocide Luba. Okay. Ce qui fait que d'ailleurs, lorsque le 5 septembre, Kasavubu révoque Lumumba, une des raisons, c'est ça. Le 5 septembre 1960. En disant qu'il est en train de créer la guerre civile. Donc, et la guerre civile, c'était cette allusion-là. Alors que son intention était d'aller lutter contre la sécession katangaise, mais le Sud Kasaï a empêché les troupes d'accéder au Katanga. Je referme la parenthèse, je pense que les gens me suivront très bien. Donc on revient sur cette stratégie d'avoir mis dans l'avion des gens qui avaient vraiment une dent contre lui. Raison pour laquelle pendant les 2-3 heures du vol, évidemment, ils vont s'acharner sur le prisonnier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait ça. Ils vont s'acharner sur le prisonnier et lorsque les prisonniers arrivent, effectivement, ils sont très, très, très amochés. Très fatigués. Très fatigués. Et d'ailleurs, lorsqu'ils arrivent vers les 17h à la Luano, l'aéroport de Lubumbashi, Elisabethville à l'époque, le ministre Munongo, Kibwe et les autres ministres du gouvernement sécessionniste, venant visiter les prisonniers placés dans une villa à côté de l'aéroport, s'acharnent également sur les prisonniers. Donc, continuons à les tabasser. Et c'est très tard que le gouvernement provincial, je dis de l'État sécessionniste, prendra la lourde décision de la liquidation finale. Et donc, de multiples voitures viendront, on va organiser le cortège, sortir de la ville, parce qu'il faut bien rappeler qu'il n'est pas mort à Elisabethville. Okay. Donc on va l'amener dans un terrain vague, plus loin, dans plus loin d'Elisabethville, de Lubumbashi. Bien sûr, oui, sur la route de Jadoville, de Likasi, à Chilatembo, et c'est là qu'ils seront exécutés. C'était le lieu où on faisait la pratique
du tourisme synergétique. Vous savez qu'il existe plusieurs types de tourisme. Le tourisme consistant à faire la chasse est un tourisme prisé. Et donc là, il y a cette région où il y a des phacochères, des buffles et encore quelques éléphants. On avait l'habitude d'aller pour faire ce sport. Et quand ils avaient bien fini de faire cette activité, bon, ils pique-niquaient là en pleine forêt. Donc c'était une clairière connue des spécialistes pour pouvoir se retrouver. Et donc, la nuit, ils vont se retrouver là-bas. La sale besogne sera commise, mais la population dans les villages se rendront compte que la nuit, il y a des phares là-bas en pleine forêt. Et le matin, il y a des gens, notamment le chef du village, qui viendra voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est alors qu'on verra que quelque part là, il y a une main qui sort alors, là où on a enterré, puis on a déterré et on s'est rendu compte qu'il y avait des corps. Et il va donc faire ce qu'il doit faire, donc il va vite se rendre à Lubumbashi pour dire tiens, je ne sais pas si vous le savez, la nuit il y a eu des événements, nous avons trouvé des corps là-bas. En apportant cette information, ils ne savaient pas qu'ils ouvraient une boîte de Pandore. Okay. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, l'événement risque d'être connu. C'est dangereux. C'est alors que, au niveau de la gendarmerie katangaise, c'est le nom de l'État sécessionniste, on va prendre des officiers belges, notamment le fameux Gérard Sout, c'est lui qui va avoir les dents de Lumumba. On va leur demander d'aller faire disparaître ce corps. Et on n'a trouvé rien de mieux que de prendre au niveau des usines de l'Union minière, de l'acide sulfurique, de scie, etc., en disant vous allez découper le corps, vous jetez dans l'acide jusqu'à ce que ça puisse se diluer, de sorte qu'il n'y ait pas de sépulture pour éviter justement que cette affaire s'ébruite. Que cette affaire soit connue de tout le monde. Soit connue de tout le monde. C'est tellement vrai que pour nous annoncer la mort de Lumumba, on le fera au mois de février. Et on fera tout un scénario en disant que voilà, il était dans une prison et on montrera la photo, il a troué le mur de la prison, il s'est enfoui et la population l'ayant reconnu l'ont massacré. Et il y aura même un médecin, le docteur Peters, un Belge qui va oser signer un certificat médical pour dire qu'il est mort au moins... Donc un certificat de décès. C'est qui, sur le plan de la déontologie médicale, quelque chose d'atroce. La Belgique n'a jamais reconnu, on n'a jamais dit qu'il avait assassiné Lumumba. Non, jusqu'aujourd'hui. Lorsque il y a eu les chambres belges qui ont statué sur cette question, ils disent qu'il y a une complicité du gouvernement belge. Ils s'arrêtent à ce niveau, qu'il y a une complicité. Ils n'ont jamais dit qu'ils l'ont fait. Mais les Congolais, depuis 1960, ont toujours dit que ce sont les Blancs, ce sont les Belges qui l'ont tué. Ça, c'est clair. Donc, on nous a appris rien de neuf. Mais c'est eux qui, progressivement, disent oui, mais attention, ce n'était pas tout à fait ça et tout. Mais enfin, on finit par arriver à cette vérité. Quel était le péché que Lumumba avait commis pour mériter ce genre de traitement? Vous savez très bien que nous sommes à ce moment-là, dans la période de la guerre froide. Le Congo, c'est vraiment le pays où il y a tous les minerais stratégiques. Le Congo appartient au camp euro-américain. On est en 1960, le Congo constitue un enjeu. Et
Lumumba a été considéré comme un personnage qui risque de faire basculer le Congo avec tout ce que ça représente dans le camp maintenant soviétique. Et c'était ça le grand danger. On a dit à l'époque, vous le savez bien, que Lumumba était communiste. Tout le monde a démontré qu'il n'était pas communiste. Moi-même, d'ailleurs, j'ai travaillé dans les archives du Parti communiste belge. J'étais étonné de constater que pratiquement tous nos leaders politiques qui allaient en Belgique allaient aussi voir les représentants du Parti communiste, y compris Kasavubu. Donc, pour Lumumba, ce n'était pas un cas unique. Donc, voilà, c'était ça le grand enjeu. Il fallait éviter que le Congo bascule dans les camps des pays du pacte de Varsovie. Pourquoi avoir choisi ces sites-là pour ériger le monument de Lumumba? Lumumba est devenu héros national presque directement, comme une commande de la population. La population l'a considéré comme le héros national d'une association qu'on appelait l'Union générale des étudiants congolais, qui tenait ses congrès. À son deuxième congrès qui a eu lieu en 1963, ils sont les premiers à avoir demandé explicitement que le gouvernement congolais déclare Lumumba héros national et érige un monument en son honneur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, nous sommes en 1963. La deuxième étape, c'est que peu de temps après, il y a le coup d'État de 65 de Mobutu. La plupart des dirigeants de l'UGEC se retrouvent dans le cabinet du nouveau chef de l'État, le général Mobutu. Notamment, je vais citer Gérard Kamanda Wakamanda, qui est le secrétaire général à la présidence. Et pas étonnant que, je vous dis la date exacte, le 29 juin 1966, 29 juin 1966, c'est-à-dire la première fois que le nouveau régime, comme on disait, fête le 30 juin, et je me rappelle très bien, c'était à côté de ce que nous appelons aujourd'hui le palais de justice, à cet endroit-là, Mobutu va prendre 3 décisions dans son discours. Première décision, il déclare Lumumba héros national. Deuxième décision, le boulevard Léopold II est débaptisé pour devenir boulevard Lumumba. Le boulevard Léopold II, c'est le boulevard qui allait de la Funa à l'aéroport. Jusqu'aujourd'hui, c'est boulevard Lumumba. Oui. C'est en 1966 que ça a été décidé. Troisième décision, il dit nous allons construire, c'est-à-dire au croisement là où il y a l'échangeur, nous allons construire là un monument gigantesque en l'honneur du héros national. Voilà la troisième décision que prend Mobutu. Alors, l'échangeur, même ce qui est construit là comme échangeur, faisait partie de ce rêve du grand monument Lumumba. Adossé à ça, c'est notre tour Eiffel presque de la ville, c'était pour ça. Mais Mobutu ne l'a pas réalisé. C'est avec Laurent Désiré Kabila qu'il revient sur le dossier de la construction de ce monument. On commence à le construire, malheureusement, il meurt. C'est finalement son fils, Joseph Kabila, le 17 janvier 2002, qui inaugure ce monument. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est
la construction du mausolée avec le retour des reliques. Et ça va donc être fait par le président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous sommes là alors dans les manifestations du 30 juin 2022. Ce qui est beau de dire, c'est que c'est tout un processus de 1960 jusqu'en 2022. On est arrivé, le Congo est finalement arrivé progressivement à donner à Lumumba de plus en plus la place qui doit être la sienne dans la mémoire collective. Pour le moment, où a-t-on placé les reliques de Lumumba? Mais les reliques de Lumumba se trouvent dans le mausolée même. C'est là-dedans. Le discours était à la base de sa mort, oui et non. Parce que, comme je vous l'ai dit, Lumumba avait déjà un problème en tant que Lumumba. Parce que par son propos, il avait été considéré comme étant le porte-étendard de la gauche internationale. Et donc, de ce fait-là, c'était un homme dangereux, un homme à surveiller. C'est lorsque nous arrivons en 1960 pour les cérémonies de l'indépendance, il y a échange de discours qui se fait avant. Parce que lorsqu'il y a des manifestations officielles, lorsqu'un chef d'État va à une manifestation, son discours est déjà connu par l'autre parti. Et lui sait aussi déjà d'avance ce que les autres vont dire. C'est une procédure connue sur le protocole international. Donc, dans le cadre du 30 juin, le propos qu'allait tenir le roi Baudouin était déjà connu. Et la réponse du président Kasavubu était également connue. Et la gauche belge, qui avait connaissance de ces deux discours, j'ai cité Jean Van Lierde qui m'a fait cette confidence. Jean Van Lierde, c'est un objecteur de conscience, comme on disait, c'est un homme de gauche belge qui a pris en charge Lumumba très tôt, très tôt, et qui a été un peu son compagnon. Il avait, comment je vais dire, Lumumba, comme d'ailleurs Kasavubu avait, évidemment, j'allais presque dire, des amis belges. Hein. Si on retrouvait des gens comme Jeff Van Bilsen à côté de Kasavubu, ben, on avait quelqu'un comme Jean Van Lierde, proche de Lumumba. Et donc, il me dira qu'il va montrer les deux discours à Lumumba. Et Lumumba, bien que Premier ministre, n'avait pas été tenu dans la confidence. Il ne les avait pas vus, ces discours. Et ils lui feront voir que vraiment, ce serait scandaleux. Scandaleux que vraiment pour l'indépendance, il n'y ait que ce propos-là. Et qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Et Lumumba dira, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas intervenir, je ne suis pas prévu. Jean Van Lierde lui dira, mais enfin, le micro sera là. Qu'est-ce qui te manque de te lever, d'aller parler? Donc, c'est comme ça que ce scénario avait été mis au point d'une manière secrète. Et Lumumba va intérioriser ses conseils et il va effectivement travailler sur un discours avec des aides extérieures, notamment avec l'ambassadeur de Sékou Touré, donc de la Guinée, qui était sur place, avec Thomas Kanza et peut-être avec d'autres, mais surtout avec lui-même. Ce sont ses propres idées. Parce que nous le savons bien que même pendant que Kasavubu et le roi parlaient, Lumumba avait encore des corrections à faire dans son propos, dans son discours. Donc, c'est ce qui va se faire. Et celui qui présidait la séance, M. Kassongo, président de la Chambre des députés, est lumumbiste.
C'est comme ça. Donc, lui aussi était dans la confidence. Donc, ils avaient le sang chaud et il savait très bien. Le roi a parlé, le président a dit, et le premier ministre, bon, donc il était le chef du gouvernement, il était dans la confidence. Discours fondateur, pas seulement sur le plan congolais, mais sur le plan africain. Parce que vraiment, c'est le discours de la rupture avec l'ordre colonial. Nous sommes un des rares pays où il y a eu une telle rupture. Et je tiens à souligner ça parce que très souvent, on confond la décolonisation congolaise avec la décolonisation britannique ou française. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, lorsque nous parlons du Ghana, mais devenu indépendant en 1957, mais le commandant en chef Alexander restait britannique. Lorsque nous parlons de la colonisation française, c'est la même chose. Les troupes françaises restaient dans ces différents pays jusque maintenant, puisque c'est seulement maintenant qu'on parle de faire partir les troupes françaises du Mali, etc. Mais pour nous, ça a été vraiment la rupture totale, cassure. Les troupes belges ont été, la dernière fois qu'elles ont été ici, c'est en juillet 60. Et d'ailleurs, après ça, tous les fonctionnaires coloniaux ont dû partir parce qu'au niveau des accords qui avaient été signés le 29 juin 1960, dans les accords d'amitié entre le Congo et la Belgique, les professeurs restaient sur place, les magistrats belges restaient sur place, le personnel militaire belge restait sur place. C'est ça qui était prévu. Mais à cause de ce qui va se passer le 5 juillet, c'est-à-dire les mutineries de la force publique, tout ce beau monde va partir. Alors nous allons vivre une situation unique. Une semaine, moins d'une semaine avant l'indépendance, toute la magistrature, il n'y a plus personne. L'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, plus de ceci, sauf à l'université, quand même, Monseigneur Gillon avait pu garder les professeurs, l'Ovanium. Presque dans tous les secteurs, tout le personnel belge est parti. Donc c'est une situation unique que le Congo a connue. J'ose dire que ce sont dans les années après que nous sommes devenus plus dépendants qu'en 1960. Parce qu'à ce moment-là, la rupture est consommée, comme je viens de le dire. En 1966, par exemple, Mobutu nationalise l'Union minière. Il y a des décisions fortes qui sont prises au début. Au niveau de l'armée, la force publique, dès 60, on procède par nomination des officiers congolais, comme ça. Donc vous étiez sergent, on dit vous êtes colonel, un tel vous êtes général. Oui, donc ça a été plus brutal à ce moment-là. Et probablement qu'après, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de tel et tel, et on est revenu sur certaines choses. Un discours en deux parties, une première partie où il dénonce les méfaits de la colonisation, et là, il s'adresse aux étrangers, au pouvoir colonial. Une deuxième partie de ce discours où il s'adresse aux Congolais. D'ailleurs, je dois dire que lorsqu'il est question de ce discours, il y a des passages du discours que Lumumba lui-même n'a pas lu. Donc, c'était écrit, mais il n'a pas lu. Par exemple, il était dit quelque part qu'il demandait aux parlementaires de ne pas exiger des salaires mirobolants, etc., parce que le pays commençait dans des situations difficiles et qu'on ne pouvait pas commencer par cela. Bon, mais je crois que c'était une phrase tellement impopulaire que
il ne pouvait pas le dire. Mais seulement, il a dit, je dirais que cette deuxième partie, c'est la partie qui présente les fondamentaux du Congo postcolonial, où il a insisté sur le règne de la justice, le règne du travail, du travail et de la distribution équitable des richesses. Le fait d'insister que vous allez voir, le monde entier va voir maintenant ce que les Africains, les Noirs peuvent faire lorsqu'ils sont dans la liberté. Donc, ce testament, la deuxième partie, reste, et je l'ai écrit plusieurs fois, comme étant le programme minimum de ce que doit être le Congo postcolonial. Et le Congo devrait assumer ça. Bien sûr, après avoir fait ce discours, avec une certaine dose de bonne foi, il ne savait pas que ça allait susciter un tollé général, au point même où le roi a voulu quitter la séance et rentrer immédiatement en Belgique, aller à l'aéroport et décoller. Mais justement, le protocole a dit non, écoutez, voilà, Sa Majesté, on ne peut pas faire ça, etc. Bon, Lumumba lui-même, non, il va encore prendre la parole lors du toast, du grand déjeuner qui va suivre. Il va faire un discours, pas réparateur, mais un discours dans lequel il revient sur le fait que la colonisation belge a fait des choses importantes au Congo. Oui, voilà, il y a eu quand même. Et c'est vrai, la colonisation belge, il y a des choses importantes. C'est quand même la partie de l'Afrique subsaharienne qui était la plus modernisée. La plus modernisée, c'était le Congo belge. Par rapport aux autres pays d'Afrique noire. Absolument tout. Les écoles, Léopoldville, c'était un pote moindo, comme dit la chanson. Donc, c'était... voilà. Donc, il a loué la colonisation belge. Et malheureusement, il n'a quand même pas calmé le jeu, puisque on est revenu pendant des années, jusqu'à ce que vous me posiez la question aujourd'hui, sur ce fameux discours et sur le propos soi-disant injurieux de Lumumba. Alors que ce qui aurait dû étonner tout le monde, c'est l'étonnement. Ce qui nous aurait dû étonner tout le monde, c'est justement la colère du roi. Du roi. Mais je dois dire ici que à la décharge du roi Baudouin, et je tiens à le préciser, le roi Baudouin a été un roi proche de la population congolaise. Le vrai discours du roi Baudouin où il a dit ce qu'il pensait réellement, c'est le discours qu'il a fait le 13 janvier 1960 à la suite de ce qui s'est passé le 4 janvier, où il a dit qu'il envoyait et qu'il demandait à ce que les populations congolaises soient conduites à l'indépendance sans atermoiement funeste ni précipitation inconsidérée. Ça, c'est le vrai discours du roi. Mais suite à ce discours-là, le roi a eu, si je peux me permettre, des problèmes. C'est-à-dire que le gouvernement belge a protesté parce que le roi s'est exprimé sans prendre l'avis du gouvernement. Les partis politiques belges au Parlement étaient furieux. D'ailleurs, le discours même, on a empêché que le discours ait lieu. Parce qu'à ce moment-là, le discours est fait à Bruxelles. Il faut que ça arrive à Léopoldville pour que ça passe à la radio Congo. Et de Belgique, on a interdit que, voilà, il ne faut pas que le discours passe. Mais au moment où l'ordre arrive, le discours était déjà en train de passer. Donc c'était trop tard. Donc voilà, ça c'était le vrai discours. Alors ce qui fait que, lorsqu'on arrive au discours du 30 juin, le roi
ce n'était pas le roi qui s'exprimait, c'était un discours fait par le gouvernement, par le Parlement belge, qui a discuté de chaque mot, qui s'était mis d'accord. Donc lui, le pauvre jeune roi, n'avait qu'à lire ce qu'on avait dit de lire. Et donc, il passe malheureusement à cause de ce discours comme étant le symbole même, je dirais, de l'impérialisme international, alors que ça ne représentait pas vraiment ce qu'il pensait. Le problème que Lumumba a eu pour former son gouvernement est un problème récurrent au Congo. C'est-à-dire que l'histoire se répète. Lumumba a gagné la majorité. Il a la majorité parlementaire. Mais dans la logique congolaise, il ne peut pas faire un gouvernement uniquement avec sa majorité. L'opinion voudrait que le gouvernement soit ce que nous disons aujourd'hui d'union nationale. Vous voyez la contradiction. Donc, il est obligé de prendre dans le gouvernement même des gens qui ne sont pas de la majorité parlementaire pour calmer le jeu. C'est ce dilemme. Et donc, il va constituer un gouvernement en essayant d'y mettre tout le monde. Il faut contenter la BACO, il faut contenter la CONACAT, le Balubacat, un peu tous les partis, le MNC Kalonji, le PSA, arriver à quelque chose qui tienne la route, que tout le monde accepte, qu'au niveau du Parlement, il puisse obtenir l'investiture. Et donc, dans cette démarche, il a réussi, je dis à 90%, mais pas totalement. Pas totalement. Par exemple, la CONACAT, le parti de Moïse Tshombe, exigeait d'avoir le ministère de la Défense nationale. On a dit non, 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 je ne peux pas, on ne peut pas vous donner ça. Donc ça va déjà me contenter. Il y a des mécontents. De mécontents, en disant bon, ok, ça va, vous verrez ce que vous verrez. Vous voyez, donc ça commence. Avec le MNC Kalonji, la même chose, il a dit voilà, cher collègue Albert Kalonji, vous serez le ministre de l'Agriculture. Il a dit quel scandale! Un grand leader, Baluba comme moi, être un petit ministre de l'Agriculture, pas question. Donc il y a eu des mécontentements comme ça. Avec Bolikango, bon, de la Puna, c'est très compliqué. Bon, on ne peut pas vous utiliser comme ça. Vous êtes quand même un grand responsable. Pendant la période coloniale, vous étiez le Congolais de très haut niveau, celui qui était le plus gradé parmi nous tous. Ben, on va faire en sorte que vous soyez chef de l'État. Et on dit même que le costume de Bolikango, chef de l'État, était déjà prêt. Bon. Nous, au niveau de notre majorité, nous allons soutenir votre candidature puisque le président est élu au second degré. Est élu pas au second degré, est élu donc au niveau du Congrès. Donc la Chambre des députés et le Sénat réunis. C'est ceux-là qui élisent le chef de l'État. Alors, arrivé à cette séance-là, il y a deux candidats, il y a Joseph Kasavubu et puis il y a Bolikango. Finalement, c'est Kasavubu qui est élu. Et c'est vrai, il fallait qu'on élise Joseph Kasavubu parce qu'il fallait que Kasavubu soit quelque part. C'était très important. Si Kasavubu n'était pas quelque part, c'est sûr que le Congo central serait devenu un pays indépendant. Ça, pratiquement, oui, on peut être sûr de ça. Bon, donc, c'était important pour sauvegarder l'unité du pays. Nous sommes donc là dans ce... Il ne va pas réussir totalement, ce qui fait que les frustrations nées de cette situation vont réapparaître après. Par exemple,
comme je l'ai dit, le 30 juin sera une journée de deuil au Kasaï. Parce que non seulement Kalonji n'est nulle part, mais au Katanga, on est en train de chasser les Baloba. Donc, ce sera une journée, ce ne sera pas bon. À l'Équateur, au niveau de la force publique, soldats Bangala, etc., sont mécontents. Comment est-ce que Yaza, comme on disait, Jean Bolikango n'est nulle part. C'était inadmissible. Il y a toujours des problèmes. D'ailleurs, au Maniema aussi, au Maniema, mon pipi est nulle part. Donc tout ça, ça crée c'était déjà des frustrations. Et j'oserais dire d'ailleurs, puisque nous utilisons le chantage, la proclamation d'indépendance de ma région, telle et telle, est un chantage politique, ce chantage sera utilisé. Derrick Oyard va dire, bon, moi je vais créer la... Derrick Oyard est de la province orientale. Il va dire, bon, je vais créer l'empire Azande, devenant ceci. Bolikango, d'ailleurs, va dire, l'Équateur devient autonome. Bon, le Maniema dira, bon, puisque nous ne sommes nulle part, donc nous allons aussi devenir autonomes. Le chantage, malheureusement, était pris en charge par les Belges, puisque la sécession katangaise a failli être déclarée même avant le 30 juin 60. Les Belges qui étaient là voulaient déjà l'autonomie du Katanga. On voulait déjà, depuis les années 46, faire en sorte que le Katanga soit indépendant, non seulement du Congo, mais aussi de la Belgique, que ce soit un pays comme l'Afrique du Sud. On voulait déjà ça. Donc, la CONACAT, finalement, sera prise en charge d'une certaine façon par ceux qu'on appelait les Katangaleux, c'est-à-dire des Européens nés au Katanga et qui considéraient que c'est le Katanga. Les Européens nés au Katanga. Oui, considérant que c'est leur pays. Au Congo, je dirais presque qu'il n'y a qu'une seule idéologie qui s'est mise en place. C'est l'idéologie nationaliste lumumbiste que tous les partis politiques d'ailleurs reprennent aujourd'hui. On dit, quelle est votre idéologie? Nous sommes nationalistes. Donc, c'est ça l'idéologie. Le primat de la nation. Le primat de l'unité nationale. Ça, c'est l'idéologie de base. Fort heureusement qu'il y ait une idéologie qui est dans la conscience collective des Congolais. Et on peut dire que là, Lumumba a très bien réussi, puisque cette idéologie a été véhiculée par Lumumba d'abord, qui l'a énoncé, mais véhiculée également par Mobutu, pris en charge également par Moulele, pris en charge même par les autres lumumbistes. Parce que si il y a eu sécession du Katanga et du Sud Kasaï, ça c'est une chose, mais lorsqu'il y a mise en place du gouvernement Gizenga à Kisangani, il proclame l'avènement de la République libre du Congo. C'est-à-dire qu'ils estiment que leur devoir est de conquérir tout le Congo, sauf que la vraie capitale, ce n'est plus Léopoldville, ce n'est pas Léopoldville, c'est Stanleyville. Et lorsque Gbeigné, également en 1964, la rébellion de l'Est, prend toute la partie orientale, il déclare l'avènement de la République populaire du Congo, capitale Stanleyville. Donc ce n'est pas une vraie fausse sécession. C'est une sécession comme étant une stratégie de reconquête politique pour refaire l'unité à partir
du lumumbisme. Il y avait une très bonne complicité sincère. D'ailleurs, lorsque il y a les mutineries de la force publique, c'est le président et le premier ministre, dans un même avion, qui va faire le tour du pays pour calmer les militaires. Ça, c'est une chose importante. Deuxième chose importante qu'il faut dire, c'est que la révocation de Lumumba a été surtout le résultat de la pression des conseillers extérieurs. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure le professeur Jeff Van Bilsen, qui était son conseiller, qui lui a dit non, il faut faire partir cet homme, vous aurez des problèmes. Lisez les témoignages de Justine Kasavubu, il explique. Maître Croquet, français, qui avait défendu Kasavubu au moment où ils avaient été arrêtés, était envoyé de Paris par le général de Gaulle pour venir dire vraiment qu'est-ce que vous attendez. Le gouvernement belge, Esquens, insistait là-dessus. Je ne vais pas parler de la CIA, de l'ambassade des États-Unis. Ça a été le résultat d'une forte pression. Faites partir cet homme. Plus vous attendez, plus ça sera trop tard. Mais il y aura la réaction du chef de poste de la CIA, disait ses mémoires, c'est connu, qui dira, si vous acceptez cette réconciliation, nous ne pouvons plus vous protéger. Si vous acceptez maintenant de prendre cette voie-là, nous ne sommes pas avec vous. Nous ne répondons plus de ce qui peut vous arriver. Donc, il est temps que les Congolais prennent en charge les informations les plus élémentaires existant sur ce dossier des années 60. Retenons de la vision de Patrice Emery Lumumba l'essentiel, l'unité, j'ai dit tout à l'heure, le primat de la nation et donc de l'unité. Deuxièmement, la quête de la justice pour tous. Troisièmement, le fait, dans l'unité, de considérer les communautés, les ethnies, comme étant les composantes de cette diversité qui fait la richesse du pays. Ce sont là autant d'éléments qui demeurent, je dirais, l'héritage de Lumumba. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour avoir ouvert avec nous cette page du soir concernant Patrice Emery Lumumba. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous rappelons que nous avons reçu pour vous le professeur Isidore Ndayouel. Il est historien. Il a parlé de